On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonjour. Et Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les États-Unis qui lancent une alerte aux frappes sur le détroit d'Ormuz. Washington appelle les civils à s'éloigner des ports iraniens, alors que les gardiens de la révolution menacent en ciblant les navires pétroliers de détruire l'économie mondiale. On en parle et puis on évoquera aussi le sort de Mojtaba Khamenei qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. C'est tout. On va plus loin. Il n'est plus apparu en public depuis octobre 2024, il y a 1 an et 5 mois. Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême ce dimanche après la mort de son père, n'a toujours pas produit ni son ni image, tant et si bien qu'on en est réduit à des spéculations et aux déclarations officielles en Iran. Siavosh Ghazi, vous êtes avec nous en direct de Téhéran. Le fils du président iranien, Youssef Pezeshkian, indique sur son compte Telegram que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, est sain et sauf malgré ses blessures. Oui, absolument. Cette déclaration, enfin ce texte a été publié ce matin. Ensuite, moi, j'ai interrogé une source qui m'a confirmé cette information en ajoutant qu'il s'agissait d'une blessure légère. Donc, il n'y avait pas de la vie de Mojtaba Khamenei n'était pas en danger et qu'il allait faire envoyer un message, peut-être un message vidéo dans les tout prochains jours, peut-être dans les 48 heures qui vont venir. Ce qui est certain, c'est que depuis sa nomination il y a maintenant 70 heures, il n'a pas fait de déclaration, il n'y a pas eu de message, on l'a pas vu à la télévision d'État. Donc c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi il n'apparaît pas? Quelle est sa blessure est-ce que c'est une blessure grave ou pas? Bien sûr, toutes ces questions sont bien évidemment posées ici également, mais il y a la question de la sécurité, puisque il a été déclaré comme une cible prioritaire par le président Trump, mais aussi par le Premier ministre israélien, qui doivent chercher à l'atteindre dès que possible. Et il faut savoir que tous les responsables iraniens, depuis les premières heures de la frappe samedi, il y a 12 jours, n'ont pas apparu en public, ni le président Pezeshkian, ni par exemple Ali Larijani, qui dirige le Conseil suprême de la sécurité nationale, ni d'autres responsables politiques ou militaires. Aucun n'est apparu en public. Ils ont communiqué simplement par message ou par des vidéos enregistrées à l'avance qui ont ensuite été publiées, diffusées par la télévision iranienne. Les combats, Siavosh, semblent évoluer inexorablement vers le détroit d'Ormuz, lieu où transite 1/5 de la consommation mondiale de pétrole. Absolument. Un expert iranien écrivait hier que, en fait, l'issue de la guerre se jouera dans le détroit d'Ormuz, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, ces deux détroits sont très importants pour le transport pétrolier. Et donc, pour l'instant, l'Iran dit que le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total des gardiens de la révolution. Il n'est pas question que des navires américains puissent traverser ce détroit. Et que tout navire américain, qu'il soit commercial ou militaire, sera une cible pour les gardiens de la révolution et qu'aucune goutte de pétrole ne passera à travers le détroit, goutte de pétrole destinée aux États-Unis ou encore aux alliés des Américains. Donc, une position très ferme de la part de Téhéran qui agite également une possible entrée en action des Houthis au Yémen pour perturber le trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb si la pression américaine devient trop forte sur le détroit d'Ormuz, notamment contre des installations militaires, mais aussi portuaires de l'Iran, comme cela a été une menace qui a été agitée par le commandement central américain. Et donc l'Iran qui affirme aussi que si jamais les Américains frappent les installations portuaires de l'Iran, tous les ports du Golfe Persique seront visés par les gardiens de la révolution. Donc une escalade de plus en plus importante dans la guerre qui se joue désormais autour de ce détroit d'Ormuz. Merci Siavosh Ghazi, on se dit en direct de Téhéran pour France 24. Nous reviendrons dans un instant sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Mais d'abord, Patricia Lémonière, concernant le guide suprême, le nouveau guide suprême iranien, faut-il effectivement des preuves de vie qu'il se montre par vidéo ou par un signal qui témoignerait du fait qu'il est aujourd'hui bien en vie et qu'il suit les événements?
Écoutez, le fait même déjà qu'il ait été nommé, vivant ou mort, était un signal aux États-Unis, vis-à-vis des États-Unis, que l'Iran et ceux qui dirigent l'Iran ne sont pas prêts de céder aux injonctions américaines, puisque le président Trump avait dit celui-ci, en parlant du fils de feu, l'ayatollah Khamenei, celui-ci, je n'en veux pas. Donc, le fait de l'avoir nommé l'Assemblée des experts et surtout les gardiens de la Révolution qui, en mon avis, poussé à cette nomination, est déjà un signal. Alors maintenant qu'il soit vivant ou mort, on peut le maintenir absent un certain temps. Ça ne va pas changer la structure momentanément en Iran. Une chose est certaine, si jamais il apparaît dans un message vidéo comme on a eu l'habitude avec le président iranien qui s'est exprimé dimanche, comme avec le chef, le responsable du Conseil de sécurité, Larijani, lui aussi qui s'est exprimé régulièrement, et puis il y en a bien d'autres, ils s'expriment tous à tour de rôle, ça ne changera rien à la limite au problème. Ça ne changera rien parce qu'en fait, la seule nomination de cet homme montrait la détermination et la résistance du pouvoir iranien. Vous êtes d'accord, Bruno, c'est le symbole de sa désignation davantage que finalement une apparition et surtout un contenu, une parole de ce dirigeant lui-même qui compte? Je suis globalement d'accord, mais quand même, s'il s'avère qu'il est mort, là, ça va quand même poser problème. Ils vont être obligés à un moment de reconnaître qu'il n'est plus en vie et de recommencer le processus. Mais effectivement, au-delà de sa personne, le symbole envoyé aux États-Unis était très clair. Nous sommes là, nous allons nous battre, nos institutions fonctionnent. Et si vous pensiez que l'Iran allait s'effondrer comme ça en quelques jours, eh bien, vous vous êtes lourdement trompé. S'agissant de l'offensive elle-même, alors on évoquera le détroit d'Ormuz dans un instant. Néanmoins, alors même que des cibles sont désignées par l'armée américaine, les ports autour du détroit d'Ormuz, eh bien, Donald Trump, lui, estime qu'il ne reste pratiquement rien à frapper. Et dans une déclaration au site Axios, il réitère le fait que pour lui, eh bien, cette guerre elle va bientôt se terminer. Alors, c'est vrai qu'on est rentré, je pense, dans une urgence. Une double urgence, une urgence américaine, parce que Donald Trump sait qu'il a des deadlines en quelque sorte, puisqu'il regarde ses sondages, il regarde l'inflation qui peut monter avec le détroit d'Ormuz. Donc, il veut aller très vite et en finir. Donc, cette idée de mettre dans le ciel, pour faire un tapis de bombes, B2, B52, B2, je ne sais plus, tous les B qu'il peut avoir, et qui sont en fait des avions qui lâchent des énormes bombes et qui font carpet bombing, ce qu'on appelle, et qui sont beaucoup moins chers que les missiles balistiques autres qui ont quelques problèmes il n'y a pas un stock inépuisable, alors que les bombes, c'est pratiquement inépuisable. Donc, le président américain est poussé par l'urgence et il veut, je crois, accélérer. Donc, on est dans une phase, je crois, d'accélération actuellement. Et les Israéliens aussi veulent accélérer parce qu'ils se disent, oulala, ce président, il peut un jour nous lâcher en plein vol et nous laisser tout seuls. Donc, nous, si on veut finir le job, il faut aller le plus vite possible pour le finir. Donc là, on a une urgence d'accélération. Et comme ça accélère côté militaire américano-israélien, eh bien, les Iraniens, en échange, eh bien aussi, ils accélèrent et menacent de déposer des mines, menacent de viser des centres bancaires dans les pays du Golfe et de, en gros, pulvériser l'économie du Golfe. Donc on est passé d'une offensive, d'une guerre qui avait un côté militaire à une guerre mondiale économique. Alors on va l'évoquer, l'extension. Vous voyez, vous aussi, un alignement américano-israélien. Le ministre de la Défense, Israël Katz, lui, estime que cette guerre, elle n'est pas limitée dans le temps. Ce faisant, il contredit un peu Donald Trump, Bruno Darroux. Oui, on a noté depuis 48 heures quelques petites déclarations comme ça sur des tiraillements entre les Américains et les Israéliens concernant les buts de guerre. À la rigueur, on peut dire que les buts de guerre israéliens sont plus clairs que ceux des États-Unis, car on se demande toujours quel est l'objectif final pour Donald Trump. Alors l'objectif final, ce serait évidemment le renversement du régime. Alors certains experts estiment qu'effectivement, on est rentré dans une deuxième phase là, que ça va s'accélérer. La phase 3, ce serait que toutes les infrastructures du régime sécuritaire, politique, etc., seraient tellement anéanties qu'à ce moment-là, ce serait aux Iraniens de jouer leur carte, de descendre dans la rue et de renverser un régime moribond. Mais c'est vrai qu'on sent que Donald Trump, on le disait hier soir, avec les trois M, c'était les market, midterms et munitions, et les munitions, est
est un peu pris entre plusieurs courants et que il sent qu'il faut qu'il accélère un peu parce que aux États-Unis, comme en Europe, comme en France, notamment chez les consommateurs électeurs, et bien évidemment la hausse du prix de l'essence à la pompe, ce n'est jamais très bon pour être réélu. En tout cas, l'armée iranienne a qualifié de cible légitime les navires américains, israéliens et ceux de leurs alliés dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution, qui se disent prêts à pilonner les intérêts économiques occidentaux, parlent d'une guerre d'usure de long terme qui va détruire l'économie américaine et même l'économie mondiale. Les explications d'Alexandre Allais pour France 2. Un navire de transport thaïlandais en feu dans le détroit d'Ormuz. Sa coque aurait heurté un objet non identifié. 20 membres d'équipage ont évacué le bateau en urgence, sains et saufs. Au total, 3 navires commerciaux ont été touchés aujourd'hui dans la région. Les renseignements américains soupçonnent les Iraniens d'avoir commencé à poser des mines, telles que celle-ci, dans le détroit d'Ormuz, point de passage énergétique le plus important au monde. Donald Trump prévient sur son réseau social. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Quelques heures après, l'armée américaine diffuse ces images. Des frappes sur des navires iraniens présentés comme des poseurs de mines près du détroit d'Ormuz. Au total, 16 bateaux auraient été détruits hier. Ces attaques font craindre le début d'une bataille navale avec plusieurs types de mines. Alors les mines, on peut les poser sur le fond. On peut les poser sur le fond avec ce qu'on appelle un OA, c'est-à-dire un câble en acier qui va permettre de les mettre à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, ou on peut les mettre dérivantes. Selon plusieurs estimations américaines, l'Iran disposerait entre 2000 et 6000 mines. 14 incidents visant des navires ont été répertoriés depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient. On en est là aujourd'hui, à Patricia Lemonia. Nous sommes tous concernés par ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz, même tous ceux qui ne sont pas partie prenante à cette guerre. Pour le coup, oui, parce qu'effectivement, c'est notre gaz. Certains se chauffent, alors Dieu merci, on rentre dans une période plus chaude, et donc on peut espérer avoir moins besoin de gaz, mais là, on est très dépendant, plus dépendant paradoxalement du gaz du détroit d'Ormuz, nous Français, que du pétrole. Et le pétrole, on le voit bien, parce que le prix, il est géré mondialement. Donc la moindre tension et raréfaction de produits de pétrole, 20 millions de barils jour, forcément, ça crée une énorme tension globale. Et par exemple, les États-Unis, qui, elles, sont exportatrices, et qui sont des gros fournisseurs de pétrole, sont aussi affectés paradoxalement, oui. Alors que les producteurs de pétrole, les pétroliers américains, s'enrichissent et bénéficient de cette hausse des cours, mais pas les citoyens américains qui, eux, regardent le gallon grimper, le prix à la pompe grimper, tout comme nous, les Français. Oui. Alors, chaque État essaye de gérer dans l'urgence. Alors là, on voit qu'on a débloqué effectivement les réserves stratégiques. Le plus fort, on a 400 millions, c'est ça, de barils. Ouais. De barils. La dernière fois qu'on l'avait fait, c'était pour l'Ukraine, c'était 180 millions. On n'avait jamais fait autant. Donc, mais c'est très peu par rapport aux besoins, par rapport à ce qui va manquer. Donc, et puis en plus, est-ce que ça va se faire très rapidement? Est-ce que ça va s'étaler sur plusieurs jours? Et puis, si la guerre dure, ça ne suffira pas. En France, les stocks stratégiques sont censés couvrir 90 jours. Même plus. C'est 90 jours. Mais en France, 90 jours, c'est le minimum. 90 jours, c'est la norme installée par l'Agence de l'énergie internationale. Nous, en France, on a plus de 110 ou 120 jours. Donc, on a de quoi, mais on ne va pas vider tous nos stocks si la guerre doit durer, parce qu'il faudra bien la remplir, ces stocks. Et à quel prix? Oui. D'ailleurs, dans le cas des 400 millions, la France, c'est un peu plus de 10%. Oui, c'est de nos réserves. Voilà, de nos réserves. Oui, 70 millions oui. de barils. Bruno Darroux, aujourd'hui, cette situation qui fait que le détroit d'Ormuz est directement concerné, le Hezbollah porte la menace à un niveau jamais atteint. Il y a une politique de la terre brûlée, presque, parce que cela nuit aussi aux intérêts iraniens. Le Hezbollah,
Pardonnez-moi. Les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution. Parce que je voyais une dépêche tomber sur le Liban pour rien vous cacher au moment où je formulais ma question. Le Hezbollah qui est bombardé. Voilà. Mais non, pour revenir quelle est la question, aux gardiens de la Révolution, nous sommes en Iran et non pas au Liban. Les gardiens de la Révolution, aujourd'hui, menacent donc de s'en prendre à ces intérêts-là. Ce sont aussi leurs propres intérêts, d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de la terre brûlée pour l'Iran ? Voilà, c'est un peu une politique quand même qui comporte des risques. Parce que certes, c'est une politique de très forte nuisance vis-à-vis du monde occidental, mais même des pays asiatiques, la Chine tout particulièrement. Et en même temps, ce faisant, si vraiment il mine comme ça les détroits d'Ormuz et qu'il continue le blocage, il se tire un peu une balle dans le pied, puisque en fait, ce sont des recettes qui ne rentrent pas dans le budget de l'État. Donc, peut-être ont-ils choisi une voie médiane? Ça, on ne sait pas trop, on n'a pas assez d'informations. On sait que certains pétroliers chinois ont pu passer le détroit d'Ormuz. Alors, est-ce qu'il y a des accords? Il y en a eu 2, oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, c'est déjà ça. Et un grec. Et il y a un grec. Bon. Voilà, voilà, notamment parce que les Chinois notamment sont très dépendants. Mais c'est sûr que ça comporte un risque. Après, c'est peut-être un calcul dans la situation extrême où ils sont, où l'impératif absolu est la survie du système. Eh bien, l'économie, l'intendant suivra, comme disait l'autre, et on verra après, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez risqué quand même. Oui, oui. Ça inquiète même aux États-Unis, notamment Lindsey Graham s'en est pris, le sénateur s'en est pris à Israël par un tweet, les accusant d'avoir, de manière un peu inconsidérée, visé des champs pétroliers en Iran. Et puis il y a cette fameuse île de Karg, dont on dit que Donald Trump envisage de la saisir, peut-être pour la prémunir aussi d'actions néfastes. Oui, c'est la question. Après, on a eu l'alerte aux mines et on a aussi l'alerte aujourd'hui au déploiement de forces américaines sur le sol. Alors ça serait, si cette option parce que le président américain, il se retrouve devant un dilemme. Le détroit d'Ormuz est fermé, les militaires ont plusieurs schémas lui ont proposé. Et lui, toujours pareil, il va choisir au dernier moment. Donc on ne sait pas ce qu'il va choisir. Et parmi les options, il y a effectivement cette descente, cette arrivée de commandos sur cette fameuse île de Karg, qui est grosso modo un gigantesque entrepôt de pétrole. Et tous les navires, 90%, viennent se charger sur cette île. Donc si des commandos prennent l'île de Karg et se déploient aussi sur la côte quand même en face pour éviter de recevoir trop de drones ou autres tirs d'armes quelconques d'ailleurs, eh bien, ça nécessite quand même des risques. Et preuve que cette option est quand même bien sur la table, c'est que Rubio a reçu des parlementaires, le groupe des parlementaires qui l'informe maintenant à peu près régulièrement, et ils sont sortis un peu tout pâles de la fameuse réunion. Et l'un d'eux s'est ouvert à la presse, parce que c'est complètement, effectivement, comme il y a eu la réunion aujourd'hui en France autour du Premier ministre, il s'est ouvert à la presse en disant qu'il avait peur qu'il y ait des victimes, que le nombre de victimes américaines augmente. Donc ça prouve bien que l'option déploiement de commandos ou envoi de commandos est sur la table, mais d'autres pensent à l'envoi de commandos, ça c'est plutôt côté israélien, pour aller saisir les fameux 400 kilos d'uranium enrichi qui nous manquent. Oui, alors ça c'est une autre chose. Ça c'est plus une préoccupation israélienne. Oui. Et donc ça veut dire que l'option au sol retrouve à nouveau ça fait partie des options. Du poil de la bête oui, un peu. Alors du côté, encore une fois, du côté de Donald Trump, c'est certainement avec beaucoup de réticence, et puis il sait que ça risque de lui coûter un peu cher électoralement, parce qu'il avait dit qu'il n'enverrait plus un GI. Voilà, il y a eu déjà quelques morts, je crois qu'on en était à 7 ou 8. Enfin, voilà. S'il envoie même des forces spéciales, c'est quand même une façon de renier un peu ses engagements, mais en même temps, il se retrouve un peu coincé. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est que je pense que autant les militaires américains avaient prévu à peu près tout type de scénario, mais on a l'impression quand même que, notamment concernant le détroit d'Ormuz, pas grand-chose n'avait été prévu, notamment ce que pouvaient faire les Iraniens, alors qu'on en parle depuis 20 ans, 30 ans. Enfin, voilà. Et en plus, ça s'est déjà produit. Et agité par l'Iran régulièrement. Ça s'est déjà produit après la première guerre du Golfe, notamment. Le détroit avait été miné, et je lisais dans un article aujourd'hui qu'il avait fallu 2 ans ensuite. 2 ans pour déminer totalement, en tout cas le nord du Golfe Persique. Donc,
peut-être aussi que cette option choisie par les Iraniens, qui est un peu, comme on dit, l'arme du pauvre, de mettre des mines, inquiète justement à cause du fait qu'ensuite, pour déminer, ça prend beaucoup de temps, inquiète aussi les Américains qui se disent... Il faut vraiment se dépêcher. Et les Iraniens, de leur côté, donc, prennent ce risque, comme on disait, et de manière plus globale, oui, on lance une espèce... Comme ils n'ont pas les moyens purement militaires pour faire face aux Israéliens et aux Américains, eh bien, ils développent une forme de guerre hybride, un peu tous azimuts, missiles courte portée, effectivement, contre les pays du Golfe, les centres bancaires, il y en a eu un attaqué aujourd'hui à Dubaï, et ça, c'est une autre épine dans le pied de Donald Trump, parce qu'il est pris là aussi, il veut pas perdre ses bonnes relations avec les pays du Golfe, et les pays du Golfe ne veulent pas perdre le soutien américain, mais enfin, les pays du Golfe, ils voient aussi que là, ça commence à écorner très sérieusement leur image de havre de paix, de centre financier, et donc, au bout d'un moment, ça va poser question. L'Eldorado des affaires, Dubaï, qui voit Citibank, et du tourisme, des influenceurs. C'est fini, ils mettront un certain temps pour s'en remettre. Et moi, j'irai même plus loin. Je crois que le parapluie américain derrière lequel tous s'étaient réfugiés, les fameux accords d'Abraham que Donald Trump voulait généraliser au Proche-Orient, tout ça, c'est fini. Ils ont la certitude maintenant que leur allié américain est d'abord l'allié d'Israël et après eux. Parce qu'ils ont demandé... Les Iraniens ont fait le tour de toutes les monarchies du Golfe avant la guerre. Ils sont allés même, les Iraniens ont envoyé même Larijani en Russie pour que ça soit complètement ancré. Ils ont dit, voilà ce qu'on va faire. Ils ont tout expliqué. Grosso modo, on va vous taper d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Donc les monarchies du Golfe faisaient pression, comme on l'a vu, sur Donald Trump. Et Donald Trump leur a tordu le bras en leur disant, écoutez les gars, il n'y a pas 36 solutions. Bon. Donc ils ont accepté, mais maintenant, ils se sont totalement abandonnés. Parce que effectivement, ils les protègent, mais ils protègent avant tout les bases américaines quand même. Nous, on a nos petits rafales en l'air. Enfin bref, ils font appel même aux Ukrainiens pour avoir des drones. Dubaï, je crois, a passé une commande de 5000 drones, le Qatar 2000. Enfin, ils sont... Donc, je crois que les alliances vont totalement se redéployer. Il y aura toujours l'allié américain, mais il y en aura d'autres. Reconfiguration. Parce que, et quant aux accords d'Abraham, à mon avis, ça, pour l'instant, ils sont enterrés. Non, mais je pensais sur les accords de défense entre États-Unis et monarchie du Golfe, mais du coup aussi, Emmanuel Macron, hier, France qui et disait... Émirats Arabes Unis. Comment ? Il y a aussi France et Émirats Arabes Unis. Voilà. Bah oui, Bahreïn. Emmanuel Macron, hier, disait on déploie cette... petite armada avec le Charles de Gaulle pour aussi honorer nos accords de défense. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'on... Alors, apparemment, s'il y a des rafales... on abat les drones avec les rafales. On abat les drones, oui. On essaye, voilà. On essaye et concernant les Ukrainiens, en fait, oui, ils ont passé des commandes de drones, mais aussi, surtout, d'intercepteurs de drones Shahed, parce que les Ukrainiens ont développé cette compétence contre les Shahed sur le terrain, oui. Les membres du G7 sont convenus de travailler à la sécurisation du trafic maritime au Proche-Orient, en gros la libre circulation en mer Rouge, voilà ce qu'a indiqué Emmanuel Macron, tout en excluant une levée des sanctions visant la Russie et ses exportations d'hydrocarbures. Moscou se tient en embuscade. Pour l'heure, pas encore d'appel clair en sa direction. C'est partie remise, d'après vous, Patricia Lemonnier ? On a bien vu, je crois que c'est Rubio, je crois, au Exet, qui avait dit, pour les... C'est Exet, c'est donc l'équivalent du ministère de la Défense. Il avait dit, les Indiens, maintenant, grosso modo, ils sont plus soumis à nos pressions, ils peuvent commander le gaz russe qu'ils veulent. Et le président américain interrogé avait dit, quant aux sanctions russes, j'y pense et j'ai eu une très bonne conversation avec Vladimir, qui s'est montré ouvert à toutes les propositions. Donc, les États-Unis avaient envie... je pense que le président Trump, pour ne pas dire les États-Unis, était dans une logique, on va lever les sanctions qui pèsent sur la Russie pour alléger le marché du pétrole. Les Européens et le G7 ont dit non. Donc là, déjà, ça bloque la machine. Mais Vladimir Poutine, lui, s'en moque. Le prix du pétrole, ça fait son affaire, parce que tout le monde achète du pétrole russe, soit au large des côtes grecques, sur un navire fantôme, on charge un navire qui va peut-être en France, vous voyez, enfin bref, il y a un trafic incroyable qu'un jour on expliquera en détail et qu'on comprendra. Enfin, il y a un détournement des sanctions vis-à-vis de la Russie sur le plan pétrolier, et donc c'est tout bénef pour le pétrole de l'Oural, comme on dit, qui est donc pour les caisses de l'armée russe.
j'ai envie de dire. Oui, c'est ça un peu le paradoxe, mais comme on a déjà dit, en fait, Donald Trump, en décidant cette opération, cette intervention contre l'Iran, en tout cas, au bout du compte, avec tous ses effets, aide Vladimir Poutine à financer son effort de guerre contre l'Ukraine. C'est quand même assez incroyable. Et l'Ukraine, c'est plus notre guerre qu'effectivement... Oui, absolument. Vous voyez dans cette déclaration à l'issue du G7, Bruno, une victoire temporaire pour Emmanuel Macron et les Européens ? Une victoire, je voulais dire, sur la coordination. Sur le fait que pour l'heure, il n'est pas question de se tourner vers la Russie le maintien des sanctions russes, oui. Oui, pour le moment, ils ont tenu bon, donc ça c'est bien. Combien de temps Parce que les États-Unis ont déjà levé les leurs, en tout cas celles qui visaient les pays acheteurs de pétrole. Oui, ça a commencé par là. contre les pays acheteurs de pétrole, oui. Bon, pour le moment, écoutez, ils tiennent bon, et puis il y a cet engagement justement sur le détroit d'Ormuz, une espèce de coordination comme ça de plusieurs marines. Mais enfin, il faut d'abord que, que tout s'arrête dans le détroit d'Ormuz. Autant vous dire que c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Bon, nous, en tout cas, on va se retrouver dans un instant pour la suite de l'essentiel. Merci Patricia Lémonière, Bruno Darou. C'était On va plus loin. Restez avec nous. On reparlera dans un instant, évidemment, de cette actualité en Iran. Et puis, on parlera aussi de l'impact sur les élections municipales ici en France. Et nous recevrons Fabrice Leggeri, l'eurodéputé Rassemblement national, qui sera avec nous en duplex. L'information à chaud, c'est sur France 24 et sur France24.com. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer.